Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tour de l'actu autour du développement et aujourd'hui c'est bien un Dev Café dans sa forme classique, vous savez, en une grosse dizaine de minutes. Et plus précisément en termes de sommaire, on verra que c'est officiel, le constate qu'Apple n'est pas dans les clous pour le Digital Markets Act. On parlera aussi d'une fonctionnalité qui peut être vue comme une bonne ou une mauvaise idée sur Chrome pour Android et je rajouterai un peu là par-dessus quelques actus en bref. Donc voilà pour le programme de cet épisode 439. Et aussi aujourd'hui, ce sont les 26 ans de Windows 98, donc vous verrez et aussi entendrez quelques références. On commence par une petite anecdote et initialement l'OS pour les smartphones de Microsoft s'appelait Windows Phone, puis sur la fin ils l'ont renommé en Windows 10 Mobile. Et vu que le support s'est terminé en 2020, il n'y a jamais eu de Windows 11 Mobile parce que Windows 11 c'est sorti en 2021. Et en parlant de ça, et en ce moment, Microsoft incite les utilisateurs à basculer de Windows 10 à 11 parce que la date de fin du support est passée là il y a pas mal longtemps, mais il existe aussi la déclinaison LTSC et moyennant paiement, en fait, le support il va jusqu'à l'année prochaine. Et donc c'est pour ça qu'il commence à y avoir un peu des pop-up dans tous les sens pour faire la bascule. Et là vous allez me dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Eh bien, il se trouve que des utilisateurs chinois de Windows 10 mobile reçoivent des notifications pour mettre à jour vers Windows 11, mais il n'y a jamais eu de version mobile. Donc a priori, Microsoft y allait un peu trop loin dans ses pop-up, donc voilà, c'était pour commencer une petite anecdote. Je continue avec une petite info, et vu qu'hier j'ai pas proposé de calendrier de la semaine, là je me permets de le faire maintenant, et plus particulièrement avec les Universal Analytics de Google Analytics, et qui vont s'arrêter le 1er juillet. Pour info, ce sont les identifiants qui commencent par UA, mais depuis l'année dernière, Google a fait la bascule vers Analytics V4, et il se trouve que beaucoup de sites aujourd'hui n'ont pas fait la migration, mais pour sûr, au 1er juillet, donc lundi prochain, plus aucune donnée ne sera récoltée sur donc les Universal Analytics. Et juste pour conclure et aussi pour rappel, avec le Data Privacy Framework, depuis l'été dernier, Google Analytics est parfaitement légal avec le RGPD, parce qu'en fait c'est justement un accord d'échange de données entre l'Europe et les États-Unis. On continue chez Google et plus particulièrement sur la déclinaison Android de Chrome, puisqu'en test on retrouve désormais une API qui s'appelle Digital Credential. Et si on jette un coup d'œil à la doc, ça nous dit que c'est un moyen sécurisé pour stocker des documents d'identité, et on entend par là sa carte d'identité ou même sans permis. Et concrètement ici, l'idée c'est la possibilité pour les sites de demander l'accès à ces documents, bien évidemment après avoir demandé l'autorisation à l'utilisateur. En gros, plutôt que de prendre des photos et le faire à chaque fois, l'idée c'est qu'un site demande au navigateur « j'ai besoin de telle ou telle info dans tel document ». Et là, si je vous affiche la doc sur la fonctionnalité, on voit qu'il est question d'une certification ISO et aussi d'une norme du W3C qui s'appelle Variable Credential. Et typiquement, cette norme elle bouge beaucoup parce qu'en fait elle est en brouillon. Mais disons que là, les specs elles sont relativement peu compréhensibles. En revanche, sur GitHub, il y a une démo vidéo où on voit que c'est bien à l'utilisateur de valider l'accès à certaines infos, et ici, typiquement, avec le permis de conduire. Donc ce que je viens de vous présenter est en cours d'implémentation sur Chrome pour Android, et du côté des autres navigateurs, WebKit et donc Safari, ils sont plutôt favorables. En revanche, du côté de Mozilla, c'est un non. Et en vrai, on les comprend parce qu'on voit très vite que des données très personnelles pourraient en fait sortir des navigateurs, typiquement des sites qui spammeraient un peu trop cette API. J'enchaîne rapidement avec quelques compléments d'infos sur HarmonyOS Next que je vous ai présenté hier, et là j'ai 3 infos en plus. Et déjà, j'ai vu que beaucoup d'entre vous trouvaient des ressemblances avec iOS, et vous allez voir, c'est pas fini. Et là, très clairement, on a l'équivalent des Live Activities. Vous savez, c'est les notifications persistantes qu'on a par exemple pendant une livraison ou même pendant une course avec un Uber. Et bien ici, vous avez plus ou moins la même chose avec non pas les Live Activities, mais les Live Views, et qui affichent des widgets sur l'écran de déverrouillage. En gros, en termes d'activités supportées, voilà, c'est vraiment du kiff-kiff avec les transports, la livraison ou encore les résultats sportifs. Ensuite, autre nouveauté, et d'ailleurs c'est l'avantage d'avoir un distinguo entre HarmonyOS et OpenHarmony, parce que pour sûr, il y a un compte Huawei sur HarmonyOS. Et la deuxième info, c'est qu'il y a des API pour demander des infos sur le compte utilisateur, donc le compte Huawei, et ça peut aussi servir de manière transparente pour créer un compte, et aussi sans avoir besoin de donner un mot de passe. Alors bien sûr, c'est pratique d'un côté, mais forcément, le jour où on perd son compte, et bien forcément, on perd tout.
Et enfin, dernière annonce, et qui concerne cette fois-ci tout l'univers de Huawei, c'est-à-dire le cloud, HarmonyOS, EulerOS, qui est aussi l'OS pour les serveurs et même l'IoT, donc vous voyez, plein de choses. Et bien pour tout cet écosystème, ils vont lancer un programme similaire au GDE chez Google, les MVP chez Microsoft, c'est-à-dire des experts reconnus par la communauté. Et pour ça, ils comptent y aller vraiment fort, parce que quand même 3000 personnes pourraient obtenir ce rôle, donc vous voyez que Huawei, ils sont quand même au taquet. J'enchaîne sans transition avec une nouvelle faille qu'a découvert le département des services de santé de Los Angeles, et il se trouve que les pirates ont réussi à contourner les vérifications multifacteurs de Microsoft 365 et donc d'avoir accès à son compte. Et la manière de faire est assez originale puisqu'elle s'est faite à travers la notification, vous savez, qu'on reçoit sur les smartphones et qui permettent donc de valider l'accès. Et ici, la technique a été de faire du spam de notifications, à tel point que l'utilisateur il s'est dit, avec tous ces trucs, je vais cliquer. Et bon, forcément, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, et avec des montagnes de données personnelles qui étaient accessibles aux pirates, et surtout ici, avec des informations médicales. Donc plus que jamais, si vous connaissez des gens autour de vous qui pourraient avoir la tentation de cliquer, eh bien surtout, n'hésitez pas à leur dire que ce genre de choses peut exister. Et maintenant, place au grand sujet du jour, puisqu'après les rumeurs, c'est bien confirmé, l'UE affirme qu'Apple ne respecte pas le Digital Markets Act. Et pour ça, il y a deux catégories de manquements, ceux où la Commission européenne dit explicitement qu'Apple enfreint le DMA, et ensuite on a d'autres éléments et qui méritent une enquête plus approfondie. Et je vais donc commencer par ce qui est sûr, et ça concerne la possibilité d'informer les utilisateurs qu'il y a d'autres moyens d'effectuer leurs achats. Plus précisément, on a 3 manquements, et déjà, il n'est pas possible de dire explicitement dans une application « venez à tel endroit, ça vous coûtera moins cher ». Ensuite, deuxième problème, c'est qu'Apple force à passer par un lien pour accéder donc à une offre, c'est-à-dire finalement sans une expérience native et qui oblige à quitter l'appli et forcément avec un taux d'abandon plus élevé. Et enfin, dernier point, Apple prend une commission même pour des achats en dehors et ça, en soi, ça pourrait passer. Mais pour l'UE, et je les cite, les commissions facturées vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Et ils prennent l'exemple d'une commission qui serait prise 7 jours après qu'un utilisateur ait cliqué sur un lien, alors que potentiellement, il serait passé autrement. Donc sur tous ces points, la commission pense qu'Apple ne respecte pas le règlement, mais malgré tout, Apple va avoir le droit de se défendre, et si toutefois les justificatifs ne sont pas valides, dans ce cas, Apple ne respecterait pas le DMA, et la sanction pourrait monter jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires mondial, et ça ferait quand même 38 milliards de dollars. Bon, malgré tout, ne sortez pas trop vite le champomis, parce qu'au maximum, le verdict il sera donné en mars 2025. Donc ça, c'est pour la non-conformité sur le fait d'autoriser les développeurs à orienter gratuitement vers des offres en dehors de l'App Store. Et l'autre partie, c'est l'ouverture d'une enquête concernant la fameuse Core Technology Fee et qui pourrait aller à l'encontre du règlement. Idem pour les très nombreuses étapes qu'Apple oblige à faire pour installer des App Store tiers et aussi des apps avec le sideloading. Et enfin, pour mettre son app sur des stores tiers ou même sur son site, il y a beaucoup de conditions qui pourraient poser problème. Donc sur ces 3 points-là, des enquêtes sont ouvertes avec potentiellement le même résultat que là pour les premières. Et pour terminer, l'annonce de l'UE conclut que tout ce qui est validation d'applications qui sont distribuées en dehors de l'App Store et qui sont bloquées, toutes ces procédures-là, elles se déroulent en dehors de ces enquêtes pour justement aller un peu plus vite. Et d'ailleurs, c'est là où on aimerait en savoir un peu plus pour les apps de l'All-Store. Et pour terminer cet épisode sur une note un peu plus utile pour vous, je vous partage 2 liens. Le premier s'appelle Aider, et je pense qu'il faut le dire en français, et c'est ni plus ni moins que la possibilité d'appeler un LLM spécialisé dans le code dans votre terminal. L'avantage, c'est qu'il est compatible avec beaucoup de modèles gratuits ou non, et qui peuvent être soit dans le cloud, soit en local. Donc voilà pour le premier lien, et le second est aussi en rapport avec les IA, mais cette fois-ci avec la notion de design. Et en l'occurrence, si vous ne l'aviez pas remarqué, on retrouve quasi systématiquement la couleur violette dans les logos. Et l'auteur fait ici le parallèle avec les années 2000 où on avait un paradigme qui s'appelle Frutiger Aero, je suis pas très sûr du nom, mais ça a quand même mal vieilli et surtout tout le monde l'utilisait. Alors est-ce que ce violet vieillira mal et vu que tout le monde l'utilise, eh bien on le saura dans quelques années. Donc voilà, c'était tout pour les infos d'aujourd'hui, mais en fait non, il en reste un tout petit peu avec les actus en bref. On commence par une bonne nouvelle, puisque FlatHub, que l'on peut considérer comme l'App Store pour Linux, a dépassé la barre symbolique des 2 milliards de téléchargements. Toujours côté open source, i/OS est une version dégooglisée d'Android et Murena est la société derrière et qui fournit aussi des services dans le cloud. Et il se trouve qu'une levée de fonds sur Crowdcube a été lancée en fin de semaine dernière et a déjà dépassé le montant fixé.
Maintenant, du côté de l'adversaire, à savoir Google, l'utilisation d'argent réel pour les jeux d'argent devait être permis en Inde, au Brésil et au Mexique sur le Google Play en ce mois de juin. Mais finalement, retour en arrière, car a priori le déploiement serait plus difficile que prévu. Et toujours chez Google, Gemini fait encore des siennes, puisque lorsque l'on interroge sur l'éthique de la société, on voit qu'il met une première réponse en disant que oui, Google a commis des faits immoraux avant de vite supprimer sa réponse, et ce comportement n'est visible que sur mobile. Maintenant, chez Apple, un utilisateur s'est demandé pourquoi la prochaine version de visionOS était plus agressive sur la limitation de puissance. Et ce serait en écoutant le bruit qu'émettent les ventilateurs, donc en plein été, le casque risque d'être inutilisable. Et enfin, une bonne initiative de Samsung en Allemagne où un van va sillonner différentes villes pour réparer les téléphones dans les mois et semaines à venir. Voilà, c'est donc la fin pour cet épisode et j'espère que la thématique aux couleurs de Windows 98 vous aura plu. En tout cas, maintenant, c'est un peu à vous, et si vous voulez donner un petit coup de boost en termes de SEO, vous savez, vous pouvez vous abonner, partager la vidéo, commenter, liker, et je oublie toujours le 5e. En tout cas, de mon côté, je vous prépare des interviews, et j'espère que ça vous plaira, mais en tout cas, je vous en dis pas plus pour le moment, mais par contre, pour sûr, on se donne rendez-vous demain, et donc je vous souhaite une belle journée.